Alors, je me présente, donc je m'appelle Mathieu Cornet, hashtag vegan. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'hypnose. Alors, ça va être une introduction à l'hypnose parce que l'hypnose, c'est simplement super vaste. Donc, on va pas pouvoir tout explorer. On va essayer de voir une partie un peu plus, la partie un peu plus fun. Mais voilà, ça va être un petit peu superficiel, entre guillemets. Alors, première question. Est-ce qu'il y en a qui croient pas du tout en l'hypnose? Levez la main. Ah la vache, ça fait un sacré gros nombre. Ok. Est-ce qu'il y en a qui pensent que, ok, je crois à l'hypnose, mais que je suis absolument pas hypnotisable? Ok, il en fallait un. C'est cool, je te remercie. Ok. Alors, si je vous parle d'hypnose, vous avez peut-être pensé ça. Peut-être penser ça pour l'hypnose thérapeutique. Peut-être penser ça pour les trucs avec les horloges, on sait jamais. Peut-être penser ça pour le mesmer, etc. Ou peut-être penser ça pour les cours de physique. Enfin, ça, c'est un autre débat. Alors, euh, l'hypnose, selon notre cher ami Larousse, c'est un état de conscience particulier entre la veille et le sommeil provoqué par la suggestion. Alors ça, c'est une définition qui est pas géniale, mais qui balaye un petit peu bien le truc. Alors ce qui est important ici, c'est le mot état en fait. Parce qu'en fait, l'hypnose, c'est déjà un état. C'est quelque chose qui n'est pas perpétuel. Voilà, c'est pas quelque chose que vous avez tout le temps, c'est vraiment un moment donné. Alors moi, je vais vous donner une autre définition. Euh, En fait, simplement, l'hypnose, c'est un état de dissociation entre le conscient et l'inconscient. Alors, ça ne veut pas dire grand-chose. Simplement, euh, le conscient, tout le monde voit à peu près ce que c'est. L'inconscient, qu'est-ce que c'est? L'inconscient, c'est juste un petit peu l'instinct grégaire, j'ai envie de dire. C'est les choses qu'on ne fait pas directement consciemment. Vous allez me dire, ok, l'inconscient, c'est le contraire de le conscient, ça ne donne pas de super définition. Mais voilà, l'inconscient, c'est un petit peu tout ce qu'on aurait un petit peu enfoui en nous, genre l'instinct, ce genre de choses. Alors, du coup, je vais vous donner un petit peu quelques exemples d'états hypnotiques dans lesquels on est tous les jours, alors que vous n'avez pas forcément l'occasion, vous vous en rendez pas forcément compte. Alors, par exemple, imaginez, je sais pas, vous êtes dans la rue, vous faites le trajet entre l'école et chez vous, et je sais pas, il y a l'anniversaire de votre mamie qui arrive dans 2 semaines, et vous pensez à qu'est-ce que vous allez lui offrir, un pull en laine ou un bracelet en or à 3000 euros. Pendant ce laps de temps, en fait, eh ben, vous allez juste réfléchir à ça et tout d'un coup, vous allez vous retrouver aux 3 quarts du chemin. Et vous en êtes pas rendu compte, en fait. En fait, là, déjà, vous êtes déjà dans un état hypnotique. Simplement, l'état hypnotique, en fait, c'est un état qu'on retrouve tous les jours. C'est super naturel comme état. C'est vraiment quelque chose qu'on expérience tous les jours. Pareil, quand on est en bagnole, quand on fait des trajets très très récurrents, souvent on se rend compte que, bah, en fait, on ne sait pas à partir du moment où on a arrêté de réfléchir. À un moment, on s'est mis un petit peu en mode automatique et on est arrivé à la maison, on ne sait pas trop comment, mais on a envie, c'est déjà ça. C'est ça l'hypnose, c'est simplement un état naturel. Alors, ce qu'essayent de faire les hypnotiseurs, bien sûr, c'est de le recréer un petit peu cet état naturel, de pouvoir faire des choses un petit peu sympas. Alors, est-ce que l'hypnose, c'est dangereux? Non. L'hypnose, c'est absolument pas dangereux, simplement, je vous l'ai dit, c'est un état naturel. Alors, ce qu'il faut faire attention, c'est faut pas le faire simplement avec n'importe qui, parce qu'en fait, il y a des gros débats entre les hypnotiseurs qui disent est-ce qu'on peut tout faire avec l'hypnose ou est-ce qu'on peut, il y a quand même des limites avec l'hypnose. Alors moi, je suis partie des gens qui pensent qu'on peut vraiment tout faire avec l'hypnose, même des choix qu'on n'aurait pas forcément voulu. Simplement parce qu'en fait, un choix, c'est très difficile à savoir. Est-ce que ce choix vient de nous ou est-ce qu'on nous l'a simplement présupposé? Un petit peu comme de la manipulation, simplement. C'est très très difficile de faire à ce niveau-là. Et donc, quand on part sur des choses qui sont inconscientes, on ne sait jamais trop jusqu'à où est-ce qu'on peut aller. Jusqu'à où est-ce qu'on peut aller. Donc, l'idée, c'est toujours de faire ça avec des gens qu'on connaît ou plus du moins qui nous font confiance. Et il y a des gens qui signent des chartes, notamment pour le street hypnose, donc l'hypnose de rue, qui signent des chartes, donc ça s'appelle la street hypnose, qui garantissent en tout cas une certaine sécurité, si on peut appeler ça comme ça, une certaine éthique en tout cas. Alors, les pratiques de l'hypnose. Où est-ce qu'on peut appliquer l'hypnose? Déjà, dans le domaine thérapeutique. Tout ce qui est troubles du sommeil, par exemple, tout ce qui est voilà, les peurs. Vous avez déjà certainement déjà vu, par exemple, des stars qui avaient le vertige, par exemple, et qui passaient par un hypnotiseur et qui, tout d'un coup, n'avaient pas le vertige.
Alors, c'est pas aussi rapide que ça fonctionne un petit peu comme ça, mais c'est pas aussi rapide. C'est-à-dire qu'il faut au moins 2, 3, voire plus de séances pour vraiment que ce soit quelque chose axé sur le long terme. Simplement parce que l'hypnose, c'est avant tout quelque chose, comme je vous l'ai dit, d'assez court en fait. Et pour que l'ancrage reste assez longtemps, vraiment dure un petit moment, et il faut du temps, donc plusieurs séances pour que le corps s'habitue et que l'esprit s'habitue un petit peu à tout ça. On peut l'utiliser aussi pour les addictions. Le tabac, par exemple, on voit beaucoup de choses sur Internet sur arrêter le tabac en 5 séances avec 20 euros, c'est génial. Ce genre de choses. Alors moi, sur ce que je vais vous parler aujourd'hui un petit peu plus, c'est voilà, c'est l'hypnose un petit peu de spectacle. Des choses qu'on peut faire un petit peu marrantes. Oublier son prénom, faire des jeux musculaires, c'est-à-dire vous bloquer un petit peu les muscles. On peut aussi voilà, créer des fictions, c'est-à-dire imaginer que vous êtes sur une banquise et qu'il fait moins 40 degrés. Ce genre de choses assez marrantes qu'on peut faire en hypnose de spectacle. Donc voilà, la street hypnose, simplement. Alors, je vais vous parler un petit peu des phases qu'on peut avoir pendant l'hypnose. En tout cas, que je fais en tout cas pendant les séances avec mes volontaires. Alors, comment ça se passe? Alors, tout d'abord, je passe toujours par une séance de relaxation parce que pour moi, déjà, l'hypnose, c'est quelque chose où on doit être relaxé. L'idée, c'est qu'on ne sort pas tout stressé d'une séance d'hypnose, c'est qu'on soit avant tout relâché, décontracté et qu'on pense un petit peu à autre chose. Alors, ce qu'il faut d'abord, c'est se vider l'esprit simplement. On va essayer de partir un petit peu de son quotidien, les questions du travail, si on a des trucs à faire, si on doit passer l'aspirateur, voilà, tout ce genre de choses. Contrôler sa respiration. En fait, c'est tout bête, mais contrôler sa respiration, en fait, ça permet simplement de se calmer. Votre cœur, en fait, simplement, il bat. Hein, ça ne vous apprend rien, j'espère. En contrôlant sa respiration, on va pouvoir ralentir un petit peu son rythme cardiaque. Et l'idée, c'est qu'en contrôlant son rythme cardiaque, en respirant doucement, en contrôlant, en faisant attention à sa respiration, on va pouvoir diminuer un petit peu son rythme cardiaque et se relaxer. C'est ça l'idée. En vrai, il faut juste se laisser aller, simplement, et faire confiance à l'hypnotiseur, simplement. Ok. L'hypnose, ça joue avant tout sur l'imaginaire. L'imaginaire, c'est-à-dire, en fait, on va essayer de créer des scènes et faire des liens entre un sentiment, une sensation, et un endroit, un lieu, par exemple. Je pourrais très bien vous demander d'imaginer un lieu dans lequel vous vous sentez bien, vous vous sentez relaxé, et lier ce lien avec l'émotion de détente, l'émotion où on se sent bien. Et du coup, dans notre tête, c'est très facile de s'imaginer cet endroit en fait où on se sent bien parce qu'en fait, on le connaît très bien cet endroit. C'est quelque chose, c'est l'endroit où on a l'habitude d'aller, ou voilà, qui nous appartient, qui est vraiment propre à nous. Et du coup, pouvoir retourner dans cet état de détente, avoir cet état de détente, c'est directement juste retourner dans cet endroit. Et comme je vous l'ai dit, c'est assez facile. Alors. On fait aussi pas mal ça avec les souvenirs. Hein. On joue pas mal avec la mémoire. Alors il faut faire un petit peu attention avec la mémoire, simplement parce que des fois on révèle des souvenirs un petit peu douloureux, donc il faut faire attention aussi à ce niveau-là. Mais voilà, on essaie toujours de faire des liens avec le volontaire. Alors, en fait, très souvent, on va mettre le volontaire dans une transe hypnotique. J'y parle juste après. Et donc, en fait, l'idée de s'imaginer quelque chose, c'est un petit peu comme le rêve. Alors c'est pour ça que je vous ai mis un petit peu le cycle du sommeil. Je vous explique un petit peu. Alors moi je vais vous parler un petit peu plus du sommeil paradoxal. Alors toute la phase du sommeil qui est avant, nous on s'y intéresse pas. On s'intéresse vraiment juste à cette partie-là. Simplement parce qu'en fait le sommeil paradoxal, c'est très similaire à l'état hypnotique qu'on peut créer en fait. Le sommeil paradoxal, c'est là où on va rêver, simplement. C'est là où on va pouvoir s'imaginer quelque chose. Alors, certains ont peut-être déjà vécu des séances de rêve lucide, des trucs de rêve lucide, c'est très sympa. Et donc, ça, on pourrait s'imaginer un petit peu comme ça. Voilà, c'est des séances de rêve lucide où on est un petit peu conscient. Donc, les trans hypnotiques, j'y viens un petit peu. Alors, les trans hypnotiques, ce n'est pas du sommeil, c'est complètement différent. À ceux qui diront, oui, alors l'hypnose c'est fake parce qu'au moment où il était endormi, il s'est gratté le nez, alors du coup c'est complètement faux. Ça marche pas du tout comme ça. Alors, comment ça se passe simplement? En fait, quand vous êtes dans une transe hypnotique, vous êtes conscient, vous êtes juste relaxé. Alors, il y a différents états de transe hypnotique, simplement. Il y a, on va dire, 3 étapes. L'étape 1, c'est vous êtes simplement un petit peu relaxé, détendu, vous êtes un petit peu flagada. La deuxième étape, c'est déjà vous êtes dans un endroit un petit peu plus profond, c'est-à-dire
voilà, vous allez descendre un petit peu plus profondément dans la phase de transe. Il va falloir un petit peu plus de temps pour pouvoir un petit peu ressurgir. C'est-à-dire que quand l'hypnotiseur va vous réveiller, très souvent, vous allez avoir un peu la tête dans le cul. Vous n'allez pas vouloir lui parler, comme si vous n'avez pas pris votre café en fait le matin avant de vous réveiller. C'est exactement le même état. Et puis, il y a aussi des états vraiment plus profonds, donc l'étape 3, en fait, qui s'apparente à presque du sommeil. Alors, c'est souvent, on le présente souvent sous l'état Esdale. L'état Esdale, c'est un état vraiment où on est très très profond. Alors, on n'y arrive pas d'un seul coup. Simplement, il faut plusieurs séances pour la mettre en place, mais on atteint des choses qui sont très 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 bénéfiques pour le corps parce que vraiment tout le corps est totalement relâché et on est sur une phase de semi-réveil. Semi-sommeil, pardon, et c'est vraiment très très intéressant. Et ce qui permet de voir quand on est dans des phases de sommeil, de transe assez profondes, c'est qu'en fait on n'est plus du tout réactif au toucher. Par exemple, eh bien l'hypnotiseur peut très bien pincer le volontaire, mais pincer de manière assez forte, hein, genre pas juste une petite pincette. Il va rien sentir, mais littéralement rien sentir, c'est-à-dire qu'il sera dans son truc et il va sensitivement rien sentir. Et c'est là que ça devient intéressant, notamment sur la chirurgie. Il y a de plus en plus de personnes qui veulent faire de la chirurgie via l'hypnose. Et c'est vraiment intéressant à ce niveau-là, simplement parce qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, avoir d'anesthésie. Et donc, faire de l'anesthésie via l'hypnose, c'est vraiment très très intéressant, simplement parce que l'hypnose, il n'y a absolument aucun effet négatif. Donc faire l'anesthésie via l'hypnose, c'est vraiment quand même super sympa. Alors, les différentes techniques que j'utilise, en tout cas pendant une séance, pour faire de l'hypnose. Alors, la première, c'est déjà d'utiliser les bonnes suggestions, simplement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une suggestion? C'est quand on suggère quelque chose, c'est-à-dire qu'on va demander au volontaire de faire quelque chose. Alors, l'idée, c'est de toujours faire les choses dans le bon sens et de comprendre ce volontaire. Certains volontaires ne fonctionnent pas vraiment de la même manière. C'est-à-dire que certaines personnes vont plutôt voir du côté sensitif, c'est-à-dire qu'ils vont plutôt être réceptifs sur les choses qu'ils sentent, au niveau du toucher par exemple. D'autres qui vont plutôt être très créatifs, du coup, qui vont très facilement s'imaginer des scènes, des endroits, des lieux. Donc ça va être très très intéressant à ce niveau-là, parce qu'ils vont pouvoir créer tout un imaginaire sur lequel on va pouvoir relier des émotions, relier des actions, comme j'ai dit tout à l'heure. Et puis d'autres, voilà, sur d'autres sens, sur d'autres choses. Donc toujours bien choisir les suggestions qu'on va donner. Alors là maintenant je vais vous parler un petit peu de la technique de Pavlov. La technique de Pavlov, alors vous avez certainement déjà vu des hypnotiseurs, si vous avez regardé des vidéos d'hypnose, des personnes qui claquent des doigts, comme ça, tout le temps. En fait, les hypnotiseurs qui claquent des doigts utilisent la technique de Pavlov. La technique de Pavlov, ça a été créé dans le courant du XXe siècle. En fait, c'est un scientifique qui a mis en place une expérience. Il a pris en fait un chien qui nourrissait tous les jours avec la même musique. En fait, chaque fois qu'il mangeait, il avait cette musique. Et puis un jour, il a arrêté de le nourrir et puis il a mis la musique. Il s'est rendu compte en fait que le chien salivait quand même. Et du coup, en fait, c'est exactement le même phénomène qu'on reproduit ici avec l'hypnose. C'est que l'idée en fait qu'on claque des doigts, eh ben, on va pouvoir reproduire ce même phénomène, quelque chose que inconsciemment, eh bien, vous avez déjà ancré en fait, que ce soit sur du sommeil, que ce soit sur de la relaxation, que ce soit sur ce genre de choses. Donc la technique de Pavlov. Vous pouvez aller voir sur internet, c'est vraiment super intéressant. Les choses sur la confusion. Alors, les hypnotiseurs sont de gros baratineurs. Parce qu'ils vous montrent tout le temps, simplement. Et la confusion, simplement parce qu'en fait, particulièrement chez les ingénieurs, ils sont bourrés de questions. Ils sont très très manichéens, surtout les mecs des putains d'ailleurs. Ils veulent des réponses à absolument tout. Et du coup, il y a 1 milliard de questions qui est dans leur tête. Et l'idée, c'est un petit peu de bypass un petit peu ça. C'est d'aller complètement, de leur poser tellement de questions que leur cerveau va un petit peu surchauffer et va un petit peu bypass tout ça. Et donc, on passe un petit peu par justement cette confusion. Ok. Alors, j'ai mis Trump simplement parce que ça m'a fait un choc quand il est devenu président. Du coup, il fallait que je le mette en image. Simplement parce que je vais vous parler des chocs. Les hypnotiseurs souvent utilisent des chocs, que ce soit des chocs physiques ou des chocs, on va dire, thérapeutiques. Thérapeutique, n'importe quoi, psychologique. C'est pas des gros chocs, hein. Je vais pas dire sa mère est morte d'un coup pour qu'il soit pétrifié de. Voilà, hein, on n'est pas des sadiques non plus, mais des petits chocs. Notamment, en fait, faut savoir que le cerveau,
il gère mal les conflits. Et quand il y a trop de questions qui se passent, notamment au niveau sensitif, par exemple, si je lui touche la main et que je lui bouscule un petit peu l'épaule, il y a trop de questions. Il ne sait pas gérer. Et, il va juste dire mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop comment faire. Et en fait, en, en- en- le cerveau en fait va complètement surréagir et va dire ok, je skip tous les ordres qui sont passés avant et je prends le dernier qui est arrivé. Donc si on lui met un petit peu tout simplement trop de suggestions d'un coup, et ben, le cerveau va commencer un petit peu à surchauffer et il va prendre la dernière chose qui lui est arrivée, c'est-à-dire dors ou fais la truite, j'en sais rien, au choix. Donc voilà, un petit peu ça sur les chocs. Les manières de parler, les façons de parler. Simplement, je ne vais pas demander la même chose à un volontaire si je veux qu'il se relaxe ou si je veux qu'il fasse un truc précis. Alors s'il se relaxe, je vais prendre une voix plutôt douce, je vais parler doucement, je vais lui demander de prendre sa respiration tout doucement. Ou si je lui demande de faire un truc précis que j'ai envie qu'il fasse, je vais lui parler de manière un petit peu plus brutale, de ma manière un peu plus directe. Voilà, comme un discours simplement. Et le fait que l'intonation change, eh bien, ça change aussi sur la manière dont il va comprendre ce que je lui dis. C'est assez simple, comme dans la vie, hein, simplement. Et puis, dernière chose, c'est qu'une fois qu'on a effectué tout ça, c'est sympa aussi, c'est de mettre des ancrages. Alors, les ancrages, c'est simplement des choses qu'on laisse dans l'inconscient pour qu'on puisse y retourner facilement. Il y a des états dans lesquels on arrive à aller assez difficilement, et une fois qu'on y a atteint, on n'a pas envie de repasser par tout le processus par lequel on est passé. Donc, on a envie de laisser un petit peu des petites choses sympas pour pouvoir y retourner plus facilement. Donc, c'est ce qu'on appelle les ancrages. Alors, rapidement, je vais vous parler un petit peu de mes expériences personnelles, ce qui s'est passé quand j'ai hypnotisé certaines personnes. Alors, déjà, la plupart, enfin la totalité, ont trouvé ça très marrant, très très fun et très décontractant. Alors, ils ne sont pas allés tout simplement tous dans une hypnose profonde, c'est-à-dire que j'ai pas pu, par manque de temps, par manque de moyens, réussi à les amener dans ce que je voulais aller. Mais en tout cas, dans tous les feedbacks que j'ai pu recevoir, c'est qu'ils se sentaient en tout cas agréablement bien, c'est-à-dire relaxés. Et au final, déjà, c'était un très très bon point si on arrive à vous relaxer, à sortir un petit peu toutes les questions qu'on a dans notre tête en l'espace de 10 minutes. J'ai pu aussi aller avec des volontaires, aller un petit peu plus loin et faire des choses très très sympas avec des amis, notamment voilà, l'oubli de prénom, faire changer de prénom à quelqu'un d'autre, c'est-à-dire le mec s'appelait Dylan, à la fin il s'appelait Lucille. C'est très sympa, j'ai des vidéos, c'est plutôt drôle. Lui faire oublier que le chiffre 4 existe. Alors ça c'est très sympa à faire simplement parce qu'en fait, on va dire le chiffre 7, c'est beaucoup plus drôle. Parce que sur une main il a 5 doigts, mais sur 2 mains il en a 11. La psychologie un petit peu du truc. Et au bout de 2 minutes déjà, le mec commence à dire mais qu'est-ce qui est en train de se passer là dans ma tête? Je comprends plus rien. Ah, c'est assez drôle. On peut faire des petites choses aussi comme disparaître. On peut faire des trucs magiques avec l'hypnose. Donc je vous tente d'essayer. Savoir qu'il n'y a pas forcément que l'hypnose avec un hypnotiseur, sachant que l'hypnose, comme je vous l'ai dit, c'est un état naturel. Donc tout le monde peut y retourner. Que ce soit sur l'auto-hypnose, que ce soit sur l'hypnose simplement où on lit des textes, ça marche aussi très bien. Et donc aussi, bien sûr, si vous avez l'occasion avec un hypnotiseur, c'est aussi très sympa. On peut souvent faire des choses un petit peu plus fun avec un hypnotiseur. Voilà. Alors, pour résumer, bi-hypnose et vos tests. Voilà. Et est-ce que vous avez des questions? Ouais. Juste, la notion d'hypnose, du coup, elle est très liée au sommeil. Est-ce que le somnambulisme, du coup, serait pas une sorte de forme d'auto-hypnose? Ou est-ce qu'il n'y aura pas une corrélation entre les deux? Euh, ouh. Alors, c'est un petit peu différent parce que on peut pas dire que le sommeil, ça soit directement lié à l'hypnose. Euh, Simplement, alors c'est un petit peu difficile, simplement que je suis pas expert en sommeil. Alors, je dirais comme ça, comme théorie, que simplement, quand on imagine une action, on s'imagine très bien la faire en fait. Et c'est ce qui arrive très souvent en hypnose, c'est qu'en fait, quand on imagine une action, eh bien, on essaye de la faire. Je pense que c'est pas directement lié à l'hypnose, si tu veux, mais on pourrait corréler ça avec l'hypnose. Mais je pense que ça n'a pas de lien direct. C'est les mêmes effets, mais ça n'a pas de lien pour moi. Ouais. Du coup, tu as gardé le micro. Hop. Est-ce que vous pouvez passer le mythe? Non, derrière toi, s'il te plaît. Derrière toi. Super. Euh, ouais, tu parlais du fait que les claquements de doigts, c'est du Pavlov. Ouais. Ça veut dire que l'hypnotiseur qui fait le claquement de doigts à la télé, il a préparé la personne avant
pour lier le claquement de doigts à quelque chose? Non, pas forcément, c'est assez instantané en fait. Le fait d'entendre quelque chose, par exemple, si je dis quelque chose de positif et à chaque fois, je claque des doigts sur quelque chose de positif. Bah, toi, inconsciemment, en fait, tu vas prendre quelque chose comme quelque chose de positif. C'est pas quelque chose qui se prépare forcément très en long terme, avant en fait. Ça peut être assez instantané sur un court laps de temps. Alors là, Pavlov, c'est ce que les hypnotiseurs utilisent en tout cas, mais lui il l'a fait sur un long terme. L'hypnose en tout cas, celle que j'utilise, se fait sur un plus court terme. Mais le faire rien que d'entendre ce bruit à chaque fois qu'on demande une suggestion par exemple, ça va rendre la suggestion plus facile parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il va recevoir une suggestion. Tu comprends un petit peu l'idée? Ok, ouais. Super. Ouais. Ouais. Par rapport à la méditation, est-ce que tu trouves que l'hypnose serait pas un peu rattachée à la méditation guidée? Si, carrément. Ça dépend sur jusqu'à où tu vas en fait simplement. Mais très souvent, enfin, mes phases, quand je fais des séances d'hypnose, ça passe souvent par de la méditation en fait, les contrôles de respiration, l'imaginaire, etc., etc. Et quand on va dans des conférences, typiquement dans celle du travail par exemple, on utilise beaucoup ce genre de choses qui est un mix entre l'hypnose et, et la relaxation, mais en fait c'est complètement imbriqué. Voilà. D'après ce que tu dis de l'hypnose, c'est très positif. Pourquoi est-ce qu'on n'entend pas plus parler? Parce que déjà c'est assez méconnu et ça fait encore parler de magie en fait. Il y en a beaucoup. Quand j'ai dit qui ne croit pas à l'hypnose, tu as vu le nombre de mains qui s'est levé? Simplement rien que ça. Il y a beaucoup en fait, on entend plus parler aujourd'hui d'hypnose de spectacle. Parce qu'il y a des grands noms, non, des personnes qui sont connues dans le domaine de l'hypnose du spectacle. On entend parler plus sur le domaine aujourd'hui scientifique, ça fait de plus en plus parler. Beaucoup de personnes qui se lancent sur, comme j'ai dit tout à l'heure, la chirurgie avec l'hypnose. Mais c'est quelque chose qui clairement devrait être mis plus en avant parce qu'on pourrait régler beaucoup plus de problèmes avec l'hypnose. Mais clairement, je pense qu'on a gardé un petit peu nos stéréotypes de c'est magique, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Et clairement, on ne sait pas trop exactement comment ça fonctionne dans notre cerveau. Et à partir du moment où on n'a pas trop les réponses, on a, beaucoup de gens ont du mal un petit peu à se lancer là-dedans, même si finalement, c'est que du positif. Mais voilà, je pense que c'est simplement d'anciens mythes qui sont restés. Et tout à l'heure, tu parlais de temps. Combien de temps à peu près ça prend C'est super variable. D'une personne à l'autre, ça peut aller de 2 minutes à une demi-heure, voire 1 heure, voire plus. Les personnes qui ont déjà été hypnotisées, par exemple, c'est très facile de les remettre dans un état de transe hypnotique et d'aller très loin avec eux. Des personnes qui n'ont jamais été hypnotisées, qui justement sont sceptiques à l'hypnose, vont il va falloir beaucoup plus de temps pour leur prouver. Et regarde, mais je te jure, tu viens de le voir, ça marche, ça existe. Donc ça peut passer de une demi-heure, voire 1 heure, voire plus, voire plusieurs séances parfois, quand les personnes sont assez sceptiques ou peu réceptives. Parce qu'il y a quand même différents niveaux de réceptivité à l'hypnose, il faut le dire. Tout le monde est hypnotisable, absolument tout le monde, il suffit juste d'y passer le temps qu'il faut. Certaines personnes sont plus réceptives ou d'autres. Les ingénieurs sont plutôt moins réceptifs, bizarrement. Mais sinon, tout le monde est hypnotisable et ça prend simplement plus ou moins de temps, il n'y a pas vraiment d'échelle. Merci. Il y avait une question dans le fond à droite. Je voulais savoir quand tu fais donc de l'hypnose de spectacle, le type d'induction que tu utilises, parce que je vois sur l'hypnose de spectacle, souvent c'est très rapide, on sature le cerveau, alors que dans l'hypnose plutôt ericksonienne ou thérapeutique, il y a des méthodes très lentes. Et aussi la durabilité des résultats que tu as, parce que dans l'hypnose de spectacle, ce que j'ai pu voir et essayer aussi, c'est que quand tu arrives sur vraiment des suggestions, comme tu dis, qui viennent vraiment éliminer des pensées hyper fondamentales, genre le concept d'un nombre ou le prénom de quelqu'un, dès que l'hypnotiseur s'arrête de parler, dès qu'il arrête de saturer la pensée de la personne, en fait c'est fini, ça tient plus. Alors voilà. Alors, simplement, j'utilise l'hypnose ericksonienne, j'en ai pas parlé simplement parce que je connais pas les autres, donc je suis parti du principe que je présentais l'hypnose que j'utilise et pas forcément les autres. Alors, les états, c'est assez variable. Quand tu fais un ancrage, typiquement, ce que j'ai parlé tout à l'heure, selon les études, ça tient à peu près 2 jours maximum, 2 à 3 jours. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que, par exemple, l'arrêt du tabac, il faut plusieurs séances pour le faire réellement. Ceux qui disent qu'ils vont vous empêcher de fumer en une séance, c'est des menteurs. Et c'est des charlatans surtout. Donc,
C'est très très variable, sachant que sur l'histoire du prénom, par exemple, j'ai fait ça à un ami et à partir du moment où la chose est marquée, en fait, à partir du moment où il est vraiment conscient, quand je dis conscient, c'est-à-dire éveillé, il est quand même dans cet état où j'ai pas forcément besoin de saturer son esprit. La partie où il y a vraiment besoin d'une saturation, c'est le moment du création de tout ça. C'est à partir du moment où il va commencer à réfléchir au moment où je lui parle. Et donc c'est là où la saturation va devenir importante. Quand il est éveillé, simplement, enfin éveillé, dans une phase de semi-réveil. Quand je dis éveillé dans le sens où, pas comme nous aujourd'hui, mais dans une phase éveillée hypnotique, entre guillemets. Il va quand même rester sur ses fondements et j'ai pas forcément besoin de lui parler. Il reste normalement dans des conditions dans lesquelles je lui ai fixé. Et c'est quoi ta première question? Excuse-moi, j'ai oublié. Bah, c'était sur le type d'induction que tu utilises. Le type d'induction que j'utilise, c'est assez variable. Alors moi, je passe par plutôt une grosse phase de relaxation très souvent, avant de pouvoir faire des états plus sympas. Donc c'est souvent, comment dire ça, des chocs, règlement, enfin pour aller dans les 3 synoptiques notamment, des petits chocs corporels. Après, c'est pas surtout par l'imaginaire, donc ça c'est pas spécialement une induction, mais je passe plutôt en fait par une phase de relaxation hypnotique, on va dire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok. Alors ce serait les 2 dernières parce que je pense qu'il faut arrêter. Ouais, tu as parlé de ton expérience, mais là tu as dit que tu faisais de l'éricksonienne, mais tu n'as pas parlé de ton apprentissage, parce que comment t'en es arrivé? Est-ce que c'est purement en autodidacte? Est-ce que tu as suivi un séminaire, un machin comme ça? Alors, j'attendais cette question. Donc, je suis purement autodidacte. Simplement, en fait, je suis très très curieux dans la vie. Donc, je regarde un petit peu tout. Et l'hypnose, c'est quelque chose en fait qui m'a toujours intéressé simplement. Donc, je me suis un petit peu plongé. Donc, j'ai regardé plein de vidéos, des heures et des heures de vidéos. J'ai lu beaucoup d'articles. Il y a pas mal de choses qui référencent l'hypnose sur Internet. Et à partir du moment où on trouve les bons sites, alors si vous voulez un bon site sur l'hypnose, un forum qui référence beaucoup de choses, je vous conseille d'aller voir streethypnose.fr, qui sont vraiment géniaux. Donc notamment en regardant des vidéos, mais en fait l'hypnose, tout le monde est capable de le faire. Tout le monde est capable de l'apprendre à partir du moment où il s'y plonge un petit peu. Et c'est juste en fait des méthodes. Après, on applique en fonction simplement. Il faut avoir le coup d'œil, il faut avoir un petit peu l'envie simplement parce que ça prend quand même pas mal de temps. Mais tout le monde peut le faire. Et aujourd'hui, avec Internet, on peut faire des choses magiques. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui font des choses sur Internet. Et il suffit juste un petit peu de voir comment est-ce que ça fonctionne, décrypter un petit peu comment il marche, lire un petit peu des choses à côté, sur la théorie un petit peu, et ça devrait fonctionner bien. Voilà. Yann, dernière question. Ok. Techniquement, c'était la même question, c'est-à-dire s'il y avait une bibliographie, des sites internet et tout, mais tu viens de donner streethypnose.fr. Voilà, il y a streethypnose.fr. Il y a pas mal de chaînes YouTube qui sont cool sur l'hypnose. Donc si vous voulez vraiment pas mal de liens que je connais, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à me le dire directement, je vous les ferai. Ok. Dernière, Thomas. Ça va être super rapide. Est-ce que tu pourrais qualifier le fait de réveiller un type le matin, ou même en pleine nuit, ça en sursaut, et lui dire attention, il est où le train, ou genre tu l'as mis où la clé, tu l'as mis où? Est-ce que c'est de l'hypnose? Mais en fait, on peut relier de l'hypnose un petit peu à tout, si tu veux. C'est pas parce que ça a les mêmes effets que c'est la même chose. Enfin, je veux dire, attends, il faut que je trouve un exemple. Mais est-ce que pour la personne, son cerveau est dans le même état que quand toi tu vas l'hypnotiser pour l'amener dans un état que tu appelles hypnose? Oui. Quand en nous fait, on le stresse directement entre en lui disant, guillemets, elle est où la clé? Oui, parce qu'il y a un choc en fait, simplement, et du coup, à partir du moment où il va être réveillé, son cerveau va pas comprendre ce qui se passe, il va dire ok, il y a une information là, il faut que je la récupère, il faut que je la traite. Et donc c'est exactement le même phénomène. Ok, merci. C'est pas la même chose. Ok, je vous remercie beaucoup.